Le village de Corançon-en-Vercors menace ruine tout entier. Hier matin, un épouvantable grondement a réveillé les habitants à 5h45. La terre tremblait. Toutes les maisons du pays sont lézardées. On a dû balayer les rues qui étaient couvertes de tuiles et de débris de cheminées. 15 juillet 1996, commune d'Épagny, à quelques kilomètres d'Annecy. Les habitants sont surpris dans leur sommeil par un séisme de magnitude 5,2, le plus important dans la région depuis celui de Corançon en 1962. C'était un dimanche soir, à 2h13, un bruit énorme, violent, comme un avion qui venait de rentrer dans quelque chose de compact, qui a explosé, un peu comme une explosion de gaz. Un sursaut, des sirènes qui se mettent à sonner, plus de lumière dans une partie de la commune, tout le monde surpris sur les balcons avec la lampe frontale ou la lampe de poche, et puis le grand calme. Ce séisme a causé d'importants dégâts sur les communes du bassin annécien. À Épagny, 590 déclarations de sinistres ont été recensées. La mairie a été reconstruite, l'église et le presbytère ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation. De nombreuses cheminées se sont effondrées à cause des secousses. Au total, le montant des dégâts s'est élevé à environ 60 millions d'euros. Ce tremblement de terre n'a pas fait de victimes, mais il a profondément choqué la population. Quelques heures plus tôt, les rues étaient pleines. Le feu d'artifice du 14 juillet aurait pu se transformer en véritable catastrophe. Quand il y a eu dans la nuit une réplique de 4-1, où là on a eu beaucoup de ménages, de foyers qui ont été paniqués, qui ne savaient pas quoi faire, pas où aller, qui étaient complètement déboussolés. Le séisme d'Épagny résulte de la rupture brutale d'un segment de la faille du Vuache qui traverse la commune. Peu active, cette faille n'avait pas généré de séisme majeur depuis 1936. C'est là tout le problème des Alpes. Elles bougent lentement mais sûrement. Chaque année, plus de 600 séismes sont enregistrés dans le sud-est de la France. La plupart d'entre eux ne sont pour autant pas ressentis par la population. C'est exceptionnel que dans le sud-est, on enregistre des séismes de magnitude 5. Ils ne se produisent en fait qu'une fois tous les 30 ans. Par contre, des séismes de magnitude 3, il s'en produit beaucoup plus fréquemment, il y en a à peu près 3 par an. Et puis quand on va vers les petites magnitudes, on a beaucoup plus de séismes qui sont potentiellement localisables. Les séismes de magnitude 1, il s'en produit presque 1 par jour. Les Alpes tremblent donc beaucoup, mais on peut s'apercevoir quand même sur la carte qu'il y a une certaine organisation qui apparaît, ce n'est pas complètement aléatoire. Il y a en particulier des alignements qu'on appelle des arcs sismiques qui sont bien visibles ici à la limite entre les Alpes et puis la plaine du Pô. Cet alignement-là qu'on appelle l'arc sismique piémontais, que l'on cartographie bien maintenant. Et puis un autre alignement qui se trouve ici du côté français et qui passe dans le domaine, dans la région de Briançon, que l'on retrouve ensuite en Maurienne et en Vanoise et qui part ensuite en direction du Val d'Aoste. Ces arcs de sismicité témoignent du mouvement des plaques tectoniques et permettent de mieux comprendre l'origine des séismes dans la région. Dans les Alpes, les séismes sont provoqués par le mouvement de la microplaque adriatique. Entraînée par la grande plaque Afrique, cette plaque tourne autour d'un pôle situé dans la plaine du Pô. Les séismes qui s'y produisent sont liés à un mouvement de coulissage le long de nombreuses petites failles. Ce sont souvent des failles qui font 10, quelquefois même 1 km de long, qui sont très peu actives et qui coulissent très peu. Un ordre de grandeur du mouvement de coulissement, ce serait de l'ordre du dixième de millimètre par an, et guère plus. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec ce qui peut se passer en Californie ou bien dans des zones très sismiques où on observe, où le GPS, la technique du GPS, permet d'observer des mouvements de l'ordre du centimètre par an. Les scientifiques parviennent donc à comprendre la cause des séismes en étudiant leur répartition dans les Alpes. Ces études sont possibles grâce aux stations sismologiques réparties dans la région qui détectent et enregistrent toutes les vibrations du sol. Elles transmettent ensuite ces données par des lignes téléphoniques au laboratoire où elles sont analysées. Ces capteurs jouent aussi un rôle important de surveillance sismique afin d'avertir les secours et les autorités en cas de séisme majeur. Qu'est-ce qui se passe en cas de séisme ? Eh bien, le système est capable de s'apercevoir que le signal
franchit un seuil, et dès que le seuil est franchi, on stocke l'information, et le micro-ordinateur qui se trouve derrière peut générer des messages d'alerte sur téléphone mobile. Donc ça, c'est important d'avoir une alerte. Il s'agit bien sûr d'une alerte après que le séisme se soit produit, mais il faut qu'on puisse réagir rapidement pour pouvoir fournir des informations le plus rapidement possible au service de secours. Et puis aussi, d'un point de vue scientifique, c'est important parce que cela nous permet d'être opérationnels et sur le terrain le plus vite possible pour pouvoir enregistrer des répliques lorsqu'il s'agit d'un très gros séisme qui se serait produit dans les Alpes. En Rhône-Alpes, les scientifiques estiment que les séismes de magnitude 6 sont tout à fait vraisemblables. Ils pourraient causer d'importants dégâts, notamment à cause de l'effet de site. En effet, en raison de leur géologie particulière, les vallées alpines amplifient et prolongent les vibrations du sol à certaines fréquences. D'une certaine façon, on peut comparer cette amplification due à l'effet de site à une augmentation de la magnitude, surtout vu de la personne qui va subir ces vibrations. Par exemple, pour des cas un peu exceptionnels comme Grenoble, on a une amplification d'un facteur 10. Ça correspond à passer d'un séisme de magnitude 5 à une magnitude 7 dans certaines plages de fréquence. Cette simulation numérique montre la propagation des ondes dans le bassin grenoblois suite à un hypothétique séisme sur la faille de Beldon. Une fois émises, les ondes rebondissent sur les bords rocheux de la vallée et se retrouvent piégées dans les sédiments meubles. Le bassin se comporte alors comme une grosse caisse de résonance. Ce type d'effet qu'on observe sur Grenoble, il est lié au fait qu'on est dans un remplissage sédimentaire profond et étroit, lié aux vallées alpines anciennement glaciaires. Alors on va retrouver le même genre d'effet dans tout le sillon alpin, à Chambéry, en partie à Annecy aussi, et on va retrouver des effets un peu du même type dans le Trièves, parce qu'on a un remplissage argileux lacustre post-glaciaire. Ce phénomène ne serait pas si dangereux si la région était déserte. Mais Rhône-Alpes est une région très dynamique, aux villes de plus en plus étendues et aux enjeux importants. En cas de séisme, les bâtiments pourraient entrer en résonance et subir de nombreux dommages. Si la période des mouvements du sol coïncide avec la période de la structure, c'est la résonance. J'ai une amplification des mouvements de la structure. Alors pour minimiser l'impact de cet effet d'amplification lié au site sur les constructions, l'idéal, c'est d'éviter que les constructions aient la même fréquence de vibration que celles qui sont amplifiées par le site. C'est d'ailleurs ce que les gens ont fait à Mexico en enlevant certains étages ou en renforçant les bâtiments. L'autre solution, quand on ne peut pas faire ça, c'est de renforcer le niveau pour lequel on va dimensionner le bâtiment, de le revoir à la hausse. On comprend alors la nécessité des constructions parasismiques dans notre région, malgré une sismicité modérée. La révision de la carte d'aléas sismiques réalisée par le BRGM en 2005, à la demande du ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durable, rend obligatoire les constructions parasismiques dans toute la région Rhône-Alpes. Dans les zones orange et rouge, les maisons individuelles sont concernées. Dans la zone jaune, seuls les établissements recevant du public et les bâtiments importants, tels que les hôpitaux, doivent les appliquer. Si le niveau des règles parasismiques est différent dans la région, l'objectif reste le même, sauvegarder des vies humaines et garantir le non-effondrement des bâtiments. Pour y parvenir, l'ensemble des acteurs de la construction a un rôle à jouer, depuis la conception d'un projet jusqu'à sa bonne exécution. Le géotechnicien établit les caractéristiques du sol à l'aide de sondages électriques par exemple ou de forages. Cela lui permet de déterminer l'implantation optimale du projet et le type de fondations associées. Même si l'étude de sol n'est pas obligatoire pour une maison individuelle, elle permet d'intégrer le risque sismique très tôt dans le projet et en diminue ainsi le coût. Les données recueillies par le géotechnicien sont ensuite transmises à l'architecte et à l'ingénieur structure qui vont redéfinir ensemble les plans combinant à la fois esthétisme et résistance au séisme. L'ingénieur structure a pour rôle de dimensionner tous les éléments structurels de la maison, donc tout ce qui est fondation, poutres, poteaux principalement.
Et dans le sismique, c'est une contrainte supplémentaire que l'on a au niveau du calcul en fonction de la zone dans laquelle est construit le bâtiment. Pour une maison individuelle, on va appliquer ce qu'on appelle les PSMI 92, c'est-à-dire des règles simplifiées, compte tenu que les efforts appliqués sur un bâtiment de cette taille-là sont peu importants. Donc on ne va pas faire une modélisation comme on pourrait la faire pour un bâtiment de plus grande envergure. Donc ces règles consistent à créer des panneaux rigides dans la maison. Donc ces cadres qui sont créés permettent de rigidifier la maison et de contrecarrer les effets du séisme. On a rencontré des difficultés par rapport à la formation des maçons. C'est eux qui sont les principaux acteurs et qui mettent en œuvre les ferraillages, et par un manque d'information, un manque de formation et de savoir, ils ont eu du mal à appliquer cette nouvelle réglementation. C'est ensuite au constructeur de mettre en œuvre ces dispositions. Dernier maillon de la chaîne, de lui dépend la réussite parasismique du projet. Un ferraillage mal enchevêtré ou un béton de mauvaise qualité réduit la résistance prévue par l'ingénieur structure. Notre base est l'étude béton armé que nous remet un ingénieur. Ensuite, c'est à nous, donc conducteurs de travaux, de tourner sur tous nos chantiers et de contrôler si le ferraillage est bien mis en place. Ce qui peut emmener donc que les règles parasismiques ne soient pas respectées sur une maison individuelle, ça serait la négligence, je dirais, du conducteur de travaux. Donc au sein d'une maison individuelle, donc on peut trouver deux grands groupes d'éléments parasismiques. Le premier ensemble serait donc tout ce qui est éléments de chaînage horizontaux. Donc chaînage de fondation, chaînage de dalles. Et le deuxième groupe, donc, ce sont tous les chaînages verticaux, à savoir donc les poteaux, les encadrements de fenêtres, essentiellement. En règle générale, sur un terrain normal, je dirais, où il n'y a pas besoin de faire de grosses modifications par rapport au projet, le coût du parasismique, donc dans l'acte de construire, s'élève entre 4 et 6%. La bonne application des règles parasismiques est donc indispensable pour se protéger efficacement des séismes. Mais elle ne suffit pas. Elle doit s'inscrire dans une prise de conscience globale, autant dans la politique d'aménagement du territoire que dans une démarche individuelle. Les plans de prévention des risques sismiques permettent ainsi de mieux prendre en compte les spécificités locales. Connaître les bons réflexes et s'informer sur les risques réels de sa région font appel à la responsabilité de chacun.